Sur Europe, un très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie de Airbnb. Ah oui, la France ne lui suffit plus. Bonjour Emmanuel Maril. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1 Airbnb. Évidemment, la plateforme de location saisonnière et touristique entre particuliers. Vous êtes attaqué de toutes parts en ce moment, Emmanuel Maril. Alors non pas à titre particulier, mais au nom d'Airbnb. Rien qu'en France, on voit que des parlementaires, de nombreux maires, le ministre du Logement lui-même vous reproche, vous, Airbnb et puis toutes les autres plateformes de location saisonnière, d'inciter les propriétaires à préférer les touristes qui payent bien plus cher la nuitée que les locataires longue durée classiques. Et vous prenez la parole ce matin sur Europe 1 pour vous défendre. Vous sentez l'entreprise Airbnb en danger en France en ce moment, Emmanuel Maril? Je ne sens pas l'entreprise Airbnb en danger. En revanche, je sens que effectivement, il faut un tout petit peu repositionner le débat. La crise du logement mérite un débat un peu plus serein et éviter d'aller parler des centaines de milliers d'hébergeurs français qui sont sur Airbnb et d'autres plateformes et qui accueillent des touristes venus de tous horizons, et d'éviter d'en faire des boucs émissaires. Je pense qu'il faut vraiment prendre un peu de recul et se reposer les bonnes questions sur quel est exactement le rôle, la responsabilité de la location meublée touristique dans cet écosystème du logement, de l'immobilier et du voyage, du tourisme. C'est injuste de vous accuser d'aggraver la pénurie de logements en France, Emmanuel Maril? Ce que je trouve assez étonnant, c'est assez curieux, c'est avec l'arsenal réglementaire qui a été mis en place par les différents gouvernements depuis 2014. En fait, Airbnb existe en France depuis 2012. Il y a plus de 12 lois qui encadrent la location touristique. 12 lois? En 12 ans. C'est beaucoup. Et donc, ces lois-là, elles permettent aux élus, aux maires, d'avoir la mainmise, la maîtrise sur ce qui se passe sur leur territoire dès lors qu'ils sont dans une zone tendue sur le logement. Et donc, je trouve assez curieux de vouloir encore légiférer, encore amener de la complexité sur une industrie, une économie qui, rappelons-le quand même, pour remettre l'église un peu au milieu du village, on parle d'hébergeurs qui gagnent un peu moins de 4 000 € par an, donc c'est 13e et 14e mois. C'est des gens un peu comme tout le monde. Il y a 25% de personnes qui sont en retraite, par exemple, qui ont besoin de ce pouvoir d'achat-là. Et donc ce sont finalement ces gens-là, ce sont d'eux dont on parle aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il faut respecter un petit peu ces personnes. Alors on compte aujourd'hui 800 000 locations sur Airbnb en France, pour dire le caractère massif du phénomène. C'est presque autant que de chambres d'hôtel. Le ministre du Logement, Olivier Klein, il disait il y a 2 jours qu'il n'y avait pas de tabou à interdire les logements Airbnb dans le centre historique de certaines villes. Alors on pense évidemment à Paris, mais Saint-Malo aussi, par exemple, ville qui s'en prend à vous aujourd'hui. Comme ce sera bientôt le cas à Florence, en Italie, donc ville que vous connaissez, qui est aussi sous votre autorité sur le plan en ce qui concerne Airbnb. C'est une lame de fond là qui est en train de se lever contre vous. L'interdiction, c'est quand même radical. Non, on n'a pas on a parfois des propos qui peuvent, notamment celle du maire de Florence, qui sont des propositions, des idées, mais il n'y a pas de base réglementaire, il n'y a rien du tout de tout ça. D'ailleurs, la loi en Italie, la réglementation en Italie est finalement relativement souple sur la location meublée touristique. Ils ont besoin de touristes. L'Italie est un pays de destination touristique. Ils le savent, ils en ont besoin. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, donc évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant pour eux. Je reviens à ce que je disais, je le répète, l'interdiction du pouvoir d'achat, d'un revenu complémentaire pour des centaines de milliers de Français, à l'heure où on se parle, en pleine crise économique, d'augmentation des charges, des matières premières, etc., ça me paraît un peu bizarre. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Et d'ailleurs, aucune ville n'a interdit la location sur Airbnb dans le monde aujourd'hui. Oui, mais alors il est question quand même, certains maires voudraient durcir avec des régimes d'autorisation préalable, etc., etc. Mais alors vous avez des propositions à faire au pouvoir public. Venons-en là, Emmanuel Maril. Vous avez dans votre besace 3 idées. On va les présenter une par une, comme ça après vous commenterez. Vous proposez par exemple qu'on prenne en compte les revenus Airbnb pour les dossiers de crédit immobilier. Alors pourquoi cette proposition? Parce que c'est environ 4 000 € par an. Et donc, si on les incorpore... C'est le revenu moyen qu'un propriétaire va tirer de la mise en location de son bien. C'est en ça? France, exactement, sur les 12 derniers mois. Et donc, si on les incorpore finalement dans le revenu, ça permet d'augmenter un petit peu le taux, la capacité d'emprunt, et donc, pourquoi pas, d'aider les gens à devenir primo-accédants, devenir propriétaires. Et donc ça devient intéressant finalement. C'est un revenu on est un pays de destination touristique, il y a des touristes qui viennent en France, beaucoup. Donc l'idée que ce serait, c'est j'envisage d'acheter tel appartement, je vais voir mon banquier, je vais lui dire j'envisage de louer mon bien peut-être 30 à 40 jours par an, voilà les revenus que j'en tirerai.
merci d'en tenir compte au moment d'examiner mon dossier. C'est votre idée. Exactement, je trouve que ce serait très intéressant de le faire sur les résidences principales. Aujourd'hui, certaines fois, sur les résidences secondaires, les banquiers demandent ça et se posent la question de savoir quel serait le rendement locatif. Si on le fait sur les résidences principales, ça devient très intéressant. Ça permet à des gens qui ont des revenus un peu plus faibles de passer des seuils et pourquoi pas donc de pouvoir emprunter. Alors, il y a un sujet de tension aussi entre les locataires et leurs bailleurs, des locataires qui parfois mettent en sous-location sur Airbnb leurs biens sans prévenir le bailleur. Vous suggérez l'idée qu'on structure un petit peu tout ça avec une sorte de convention tripartite entre vous, locataires et bailleurs, pour le partage de la valeur. En effet, alors aujourd'hui, si vous êtes locataire, vous pouvez louer sur Airbnb, il faut l'accord écrit du propriétaire. Moi, je pense qu'on peut travailler un petit peu pour essayer d'identifier quelque chose de plus simple. Les gens qui ont le plus besoin de pouvoir d'achat aujourd'hui, en France, ce sont souvent les locataires. Comment on peut réussir à les aider et pourquoi pas louer quelques jours, quelques semaines par an sa résidence principale, encore une fois, ou une chambre chez soi, simplement. Et alors, dernière idée que vous suggérez, c'est que les revenus qu'on tirerait de la location de courte durée soient fléchés vers la rénovation thermique des bâtiments, au moins partiellement, parce que... Oui, c'est un tel enjeu, la rénovation thermique, et j'entends ce sujet-là, il est fondamental. Et donc, parce qu'il y a cette crainte des pouvoirs publics en fait, que les passoires énergétiques finissent en fait en location pure Airbnb. Et Olivier Klein, le ministre du Logement, avait suggéré de légiférer en ce sens il y a quelques mois. Ça, pour le moment, ça n'a pas avancé, mais enfin, l'idée est là quand même. Mais je trouve que justement, inciter les gens à utiliser cet argent pour rénover, pour changer leur isolation thermique ou leur chaudière, je pense que ça serait une bonne idée. Avec un abattement fiscal éventuellement, enfin quelque chose. L'enjeu, c'est le pouvoir d'achat des Français, on le sait tous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un impôt supplémentaire, mais plutôt une incitation à, et je pense que cette approche-là est la bonne. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, un point, M. Pavlenko. Ce qui est fondamental, et je le répète, les villes qui ont mis en place la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, les différentes lois, Élan, Allure, Le Cornu, etc., Bordeaux, Paris, toutes ces villes-là, quand ils l'ont mise en place, ça marche. Donc j'incite vraiment les maires, les élus des plus de 30 000 communes en France dans lesquelles la réglementation s'applique, à vraiment la regarder en détail et à la mettre en application. Merci Emmanuel Maril, le directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie de Airbnb, et qui était l'invité ce matin d'Europe 1 Matin. On attend maintenant la réaction des pouvoirs publics à vos propositions. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.